Donc, l'enjeu pour nous, ce qu'on appelle des maladies à plan d'urgence, c'est des maladies dans lesquelles l'État va intervenir de façon assez forte. Ces maladies, c'est ce que nous, on appelle des pestes. Donc, il y a la peste humaine. Donc là, ça n'a rien à voir. Il y a des pestes aviaires. L'influenza aviaire en fait partie, peste porcine africaine, la peste équine, etc. Donc, en général, ces maladies-là sont très contagieuses. Elles induisent une forte mortalité. Et donc, ça justifie qu'il y ait une intervention de l'État. Ces maladies ont un impact forcément en élevage, puisqu'il y a une forte mortalité, il y a des pertes de production. On peut arriver à avoir des impacts majeurs, comme par exemple en 2018, en Chine, ils ont perdu 50% de leur effectif de porcs, et la Chine, c'est 50% de l'effectif mondial de porcs. C'est-à-dire qu'une seule maladie a tué, sur cette année-là, un quart de la population de porcs du fait de la peste porcine africaine. Donc ça peut avoir aussi des impacts régionaux, puisqu'on va limiter les mouvements, et on va prendre des arrêtés préfectoraux pour encadrer ça. Et quand un pays a la maladie, les autres pays ne veulent pas l'avoir, et bien ça va avoir un impact sur la limitation du commerce international des animaux vivants et des produits animaux. Donc ce que vous voyez à droite, c'est l'illustration de ça, c'est ce qui s'est passé malheureusement en 2022, où on a dû abattre jusqu'à 16 millions de volailles sur une période de 6 mois, avec l'impact que ça a pu avoir sur les éleveurs. Et avec un impact important dans le sud-ouest. Donc le contexte réglementaire, tout ça est très très cadré. Je ne vais pas développer tout ça, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une réglementation française, le code rural, avec des arrêtés ministériels. Ça rentre dans le cadre des dispositifs Orsec, sous autorité du préfet. Et on a des obligations internationales de transparence. Et dès qu'on a un foyer d'influenza aviaire ou d'autres maladies à plan d'urgence, on doit le notifier au niveau européen et au niveau international. Donc ça, c'est les cartes qui résultent de déclaration de ces maladies. Donc c'est très très encadré. La spécificité de ces maladies-là, c'est qu'elles elles peuvent durer très très longtemps. C'est des maladies contagieuses dans la faune sauvage ou en élevage. Ça peut durer jusqu'à 2 ans, une épizootie. Il y a une forte incertitude parce qu'on ne sait pas toujours exactement où est la maladie. C'est très dynamique, c'est contagieux, donc ça peut se développer, voire même exploser assez vite. Et il y a une ampleur importante, ça j'en ai déjà parlé. Et donc, pour arriver à ce qui nous intéresse, nous, notre ennemi, entre guillemets, si on prend un vocabulaire de guerre, c'est les virus. Et pour arriver à gérer une épizootie, il nous faut des moyens, disons des forces armées, de la logistique et du renseignement. Et en fait, bon là il y a un décalage, le renseignement c'est les cartes GIP, c'est ce qui nous permet de saisir les informations, de partager les informations, et le volet Pygma nous permet de porter à connaissance du public. Donc on a énormément d'acteurs en santé animale, évidemment les éleveurs, les vétérinaires, les organisations de producteurs, mais aussi tous les gens qui sont en amont, qui vont... par exemple l'alimentation animale ou des ramasseurs d'animaux. On a aussi les abattoirs, tout ce qui est transformation. Et donc on a un énorme enjeu de partage de données, de connaissances rapides et communes de la situation. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça va se développer potentiellement comme ça, une espèce d'arbre. On a un premier foyer qui va avoir des foyers un petit peu autour, ça va faire un saut, ici d'autres foyers, etc. Donc c'est difficile à gérer. Et l'image qu'on a souvent, c'est celle d'un incendie. Au tout début, on peut l'éteindre, si ça a démarré avec une allumette, on peut l'éteindre facilement avec un gobelet. Ensuite, il faut avoir un seau, ensuite il va falloir les services de secours qui vont intervenir. Nous, c'est un peu pareil, plus on agit vite, mieux c'est. Donc sur le volet influenza aviaire, dans les données qu'on va manipuler, on a des données administratives, c'est classique, des données sur les élevages, les abattoirs de volailles, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des données métiers. On a des zones à risque et des données sanitaires. Donc ça, je vais développer ça dans les prochaines diapositives. Pour les élevages, il y a un énorme travail qui a été fait de recensement de ces élevages. Il y a des obligations réglementaires et quand c'est bien fait, on va avoir la géolocalisation exacte du bâtiment. Donc là, vous avez un code qui est pour tel bâtiment, il a ce code-là, pour celui-là, il a un autre code, etc. Donc ça, c'est l'idéal, c'est pas partout.
Mais la difficulté, c'est qu'on va avoir à identifier des élevages de canards, d'oies, de poules, de poulets, de cailles, enfin je vous passe tous les détails, d'autruches. Ils ont plus ou moins une importance vitale pour la filière, c'est-à-dire qu'il y a souvent des filières pyramidales où on a de la génétique qui est très très précieuse et ensuite des croisements entre animaux. On a différentes filières, différentes sources de données. Donc dans Cartogip, on va avoir différentes couches d'informations avec différentes origines qu'on va recouper. Et notre identifiant unique, c'est ce qu'on va appeler un INUAV, c'est le code que vous avez ici. Donc ça, c'est les données de base qu'on va utiliser pour gérer. Par rapport à ça, il y a du travail scientifique qui a été fait pour dire l'influenza aviaire, c'est lié à des oiseaux, enfin, l'introduction est liée à des oiseaux migrateurs. Ces oiseaux migrateurs, ils vont pas n'importe où, donc on a des zones humides qui apparaissent ici en bleu pâle, qui sont les zones où on s'attend à ce que des oiseaux migrateurs s'arrêtent. Donc vous voyez par exemple ici, dans la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez un certain nombre qui sont plutôt sur la côte. Là, vous avez le bassin Saône-Rhône. Et il y a aussi des zones qui sont des zones à forte densité d'animaux, majoritairement de canards, qui sont dans le sud-ouest et dans le grand ouest, qui sont supposés à risque. Donc ça fait partie des paramètres qu'on a mis des couches, qu'on a mis dans Cartogip pour nous aider à prendre nos décisions. Et donc la dernière étape, c'est on a ce qu'on appelle des signalements, donc on va créer des foyers en Cartogip. Et ensuite, on va créer des zonages. Donc, je vais vous montrer comment on crée ces informations. Donc là, vous avez l'interface de Cartogip. Vous avez les couches dont je vous ai parlé qui sont ici, avec les limites administratives, les élevages. Par exemple, je vais prendre cette couche-là où on a tous les élevages qui sont ici. Donc ça, c'est la base formation qu'on a actuellement. Et on peut créer un signalement. Donc disons qu'on va le mettre ici. Alors je vais aller vite. Donc il faut renseigner un certain nombre de choses. Là je vais dire que c'est un élevage de volailles. Il y a des rappels en me disant ce que c'est exactement. J'ai des signes cliniques. Ce sont des canards. Ils sont en phase de gavage. Il y en a une centaine, ou un millier, disons. Il y en a 10. Il y en a un millier qui sont en bâtiment. Il y en a 10 qui malheureusement sont morts. C'est apparu il y a 2 jours et c'est aujourd'hui qu'on s'en aperçoit. Et donc j'ai créé mon signalement. Ça veut dire que maintenant dans Cartogip, ça va s'actualiser normalement. Voilà. Et donc pour que je fasse apparaître mes suspicions, j'ai bien mon point qui a été créé. Et donc là j'ai une légende qui me dit que ce point-là, pour le moment, il est suspect, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de résultat de laboratoire. Donc à un moment donné, je peux savoir où j'ai des suspicions, donc c'est au stade gris, où est-ce que ça a été confirmé faiblement pathogène ou hautement pathogène, etc. Ça, c'est le premier élément qui fait qu'au niveau départemental, ils savent où ils ont localisé les choses et ils peuvent, donc, ce que je vous ai montré dans ce que j'ai renseigné, renseigner un certain nombre de données qui sont dans un formulaire, donc c'est les données attributaires associées au point. Et on va pouvoir, au fur et à mesure de l'accumulation des informations, renseigner un certain nombre de choses. Donc ces choses, ça va être, donc on a créé le signalement, on peut repositionner l'élevage, saisir des données de laboratoire, saisir aussi l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection, donc c'est un document signé par le préfet, où on a le PDF et on le met dans le document. Et ensuite, à partir de ça, eh ben ça va évoluer, parce qu'à un moment, potentiellement, on va clore l'événement. Donc ça veut dire qu'on va mettre à jour régulièrement le questionnaire.
Ensuite, on va créer des zonages. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, c'est du jargon. Mais en gros, on va créer une entité surfacique autour de ce foyer. Donc là, on va le faire. Donc, je vais prendre le foyer qui est ici. J'ai la possibilité de dessiner un zonage autour de ce point-là. Je vais le prendre celui-là. Et là, j'ai une obligation réglementaire de créer une zone de protection qui va faire 3 km et qui va être autour de ce point. Donc, je l'enregistre. Donc là, ça doit être bon. Je peux l'associer au point en question. Là, c'est OK. Et si je ferme, je vais voir apparaître, alors une échelle plus petite évidemment, le fait que j'ai créé, alors je n'avais pas créé mon point de façon très propre, mais ça va prendre 3 km. Et si j'interroge ce zonage, je vais savoir que j'ai toutes ces communes-là qui sont dedans. Ça me permet rapidement de copier les communes et de mettre la liste de ces communes dans l'arrêté préfectoral qui va encadrer les mesures qui sont dans cette zone de protection. Donc là, j'ai créé cette zone-là. Je peux de la même façon créer cette zone de surveillance ou une zone réglementée supplémentaire. Après, j'ai des règles de gestion. Donc, par exemple, si j'ai 5 foyers, que j'ai créé une zone de 3 km et une zone de 10 km, je me retrouve avec ce que nous, on appelle un effet donut. C'est-à-dire qu'il y a une zone ici dans laquelle on n'aurait pas de réglementation. Donc, on a des règles de gestion qui disent, bah non, ça ne peut pas exister. On a besoin de fusionner tout ça, même si en fusionnant, ça donne normalement ça. Si on fusionne les cercles originaux. Là, on dit, bah non, ça, il faut qu'on les fasse. Donc, on a plein de règles comme ça. Et il y a une validation des zonages quand ils sont proposés par le niveau national au niveau... je vais faire ma fenêtre. Au niveau national. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est que quand on a les zonages ici, ils sont en proposition avant d'être validés. Et quand ils sont validés, ils sont vus par d'autres gens que les gens qui utilisent la version CartoGIP de l'État. Et donc, dans ces mesures, on a le recensement des élevages, des mesures de prévention, de restriction des mouvements, nettoyage des infections, et des mesures de surveillance, comme par exemple des prélèvements faits avant les mouvements d'animaux. Ça permet de limiter la propagation de la maladie, qui est l'objectif de ces zonages. Donc les usages, et en quoi ça nous sert énormément, ça nous permet de faciliter la création du zonage, parce qu'on n'a pas besoin de le faire sur une carte papier ou des choses comme ça. On peut faire des allers-retours de discussion entre le niveau central, où moi je suis, et le niveau départemental. On peut recenser facilement les élevages qui sont dans les zones. Donc là, je vous ai montré les communes qui sont intersectées par les 3 km. On a directement les données sur les zonages, sur les élevages. Ça facilite la rédaction de l'arrêté préfectoral et ça permet de prioriser les ressources parce que quand on a 2-3 élevages, c'est facile à identifier. Quand on en a 100, on a la liste des 100 élevages, on sait qui sont les vétérinaires dedans et on peut envoyer des messages aux vétérinaires qui sont concernés et aux éleveurs qui sont concernés. Au niveau central, ça nous permet de piloter le dispositif, de définir la stratégie, de dire bon bah là c'est en train d'exploser, il faut qu'on change de stratégie. Ça nous permet d'anticiper et d'envoyer des moyens, parce qu'on a certains moyens nationaux ou des renforts qu'on peut envoyer à tel endroit ou tel endroit. Et la carte elle-même, il y a une possibilité d'extraire la carte en format PDF et de l'utiliser pour faire de la communication, parce que l'interface permet d'ajouter des couches un peu plus parlantes dans certains cas.
Donc il y a une question importante parce qu'on a des données qui sont des données nominatives ou des données sensibles qui peuvent poser des problèmes en termes de concurrence. Et donc on a une visionneuse État où il n'y a que les services de l'État ou ce qu'on appelle les organismes à vocation sanitaire qui ont accès, c'est ce que je vous ai montré. Donc là on a tout ce que je vous ai montré, les foyers quand ils ne sont pas encore confirmés, ce qu'on appelle les foyers suspects, donc ils sont là c'est une information qu'on ne veut pas diffuser parce que ça pourrait atteindre à l'image des gens, donc ça reste sur un public particulier. Et les zonages, au stade où ils sont proposés, ils ne sont que dans la visionneuse État. Et dès qu'ils sont validés, ils sont vus par les professionnels et par le public. Donc ils sont dans la visionneuse professionnelle, bon, ça je ne vais pas le montrer, d'ailleurs moi j'ai pas d'accès, dans lequel il y a des données élevage, des données transport et les foyers confirmés et les zonages validés. Et sur la partie Pigma, il y a les zonages validés. Donc l'interface est celle-là, dans laquelle il y a ces choses-là, et c'est je vais arrêter le partage et c'est Thomas qui va vous présenter ce qu'il y a dans Pigma. Merci beaucoup Guillaume pour cette partie très intéressante avec des explications très claires sur l'usage de CartoGIP pour répondre à cette problématique. Donc effectivement, moi je vais vous présenter les éléments que nous pouvons trouver sur la plateforme Pigma. Donc je vais vous partager mon écran. Tac. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, si on arrive sur la plateforme Pigma, on peut directement aller sur le catalogue pour pouvoir accéder aux différentes couches qui y sont présentes. Donc, on attend un peu que ça charge. Et en Wi-Fi, parfois, c'est un peu plus long. Et pour le cadre de ces données-là, on peut taper le mot-clé IAHP, influenza aviaire hautement pathogène, et on va retrouver les différentes couches qui vont être disponibles sur CartoGIP. Donc, comme toujours, pour pouvoir voir les informations d'une couche, on va pouvoir cliquer dessus, et on va donc accéder à sa fiche de métadonnées. Donc, dans un premier temps, on va retrouver des informations de façon un peu globale avec une description. Là, il s'agit de la couche des zones de protection ou des ZP, avec des modalités d'accès, le fait que les mises à jour soient en continu. Il faut savoir qu'en fait, ces données-là sont récupérées sur CartoGIP de façon automatique 2 fois par jour, ce qui permet d'avoir une donnée la plus à jour possible. Et on va voir des informations un peu générales sur cette donnée-là. On va pouvoir également avoir accès à une prévisualisation de la donnée. Là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a 3 données qui sont renseignées dans cette couche zone de protection. On va pouvoir la télécharger avec différents formats possibles. Et on va également pouvoir l'intégrer dans nos outils SIG si besoin avec des flux WMS ou WMTS. Pour information, sur cette donnée spécifiquement, on a également mis en place une visionneuse à laquelle on peut accéder via ce bouton cliquable. Et si on clique dessus, on va pouvoir arriver sur la visionneuse Pigma qui va reprendre les 3 principales couches de données qui sont les zones de protection, les ZRS et les ZS. Donc là, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a quelques informations qui sont renseignées dans cette partie-là. Donc l'intérêt de cette visionneuse, c'est de pouvoir mettre à disposition en fait cette donnée de façon claire et simple, puisque les données sont en plus récupérées 2 fois par jour, donc elles sont à jour de façon très régulière. Donc voilà pour la partie accès à la donnée sur la plateforme. Donc Guillaume, je peux vous redonner la main si vous le souhaitez. Oui, je vais juste une dernière diapositive. Donc, ce qui a été présenté par Thomas, là, c'est la situation actuelle. Donc là, on a les zones de protection et de surveillance. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il y a des zonages actifs uniquement en France, en Bretagne. Et c'est lié à une contamination de la faune sauvage, notamment sur des mouettes et des goélands. Et donc, pour finir, en termes d'utilisation, donc CartoGIP, c'est un outil qu'on utilise depuis 2017 avec une crash test, disons, en 2021-2022, parce qu'on avait plus de 1200 foyers.
Et donc, on a eu des soucis pendant cette saison-là, mais pas liés à CartoGIP, liés au fait qu'on avait beaucoup de foyers, mais l'outil a bien tenu. On a une bonne souplesse d'utilisation et un gain de temps majeur, parce on se rend bien compte qu'avant 2017, on l'avait pas et ça nous manquait. Il y a une adaptation continue, on travaille avec le GIP là-dessus. Il y a la version 2 de la visionneuse qui est valable pour toutes les visionneuses. Mais par exemple, on a inclus la vaccination qu'on a mis en place des canards en octobre, etc. Donc ça évolue en continu. Et en 2018, alors pas en 20218, pardon. En 2018, l'outil a été adapté à une autre maladie, la peste porcine africaine. Donc, objectivement, c'est la même chose, sauf que le formulaire, c'était un formulaire adapté au porc. Et donc, c'est opérationnel. Et cette approche est donc générique, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à d'autres maladies. C'est possible, c'est rapide, sachant que du coup, il faut réviser le formulaire, mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on saura faire. Donc on est très satisfait de cet outil. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour vraiment toutes ces explications claires. Donc j'ai l'impression que dans le chat c'est plutôt calme, je ne vois pas de questions apparaître. C'est que soit c'était très clair, soit ils sont un peu endormis ce matin peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre présentation. Très intéressant de voir en fait les réponses que CartoGIP peut apporter pour la gestion de cette crise. Mais également le fait que ces données sont récupérées de façon automatique pour pouvoir les mettre à disposition du grand public sur la plateforme Pigma. Donc c'est vraiment une collaboration entre les différentes équipes en fait, même au sein du JPAT-GIRI, et répondre à une problématique qui est là à l'échelle nationale même. Ouais. Donc très intéressant. Donc je vais juste vous repartager mon écran pour je vois dans le chat. Non, ce n'est pour l'instant pas une question, mais la personne est en train d'écrire. Ah, il y avait de nombreuses questions. N'hésitez pas à les écrire si vous le souhaitez. En attendant que vous posiez vos questions, moi j'en avais juste une petite. Quel est le public en fait à qui s'adresse la partie visionneuse CartoGIP pour pouvoir saisir, parce que vous saisissez des infos dans cette visionneuse là, mais vous n'êtes pas le seul à l'échelle française à l'utiliser. Non, en fait, les utilisateurs, c'est en gros, pour faire simple, ce qu'on appelle les services vétérinaires, c'est tous les services vétérinaires des départements français. Donc malheureusement, il y en a beaucoup qui ont déjà été confrontés. Alors, quelques-uns qui ont eu de la chance et n'ont pas eu à le faire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les organisations professionnelles. Donc on a une collaboration importante avec notamment la filière foie gras en Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement. Donc je les ai cités dans le document, mais il y a des filières qui ont des déclinaisons départementales. Alors pas sur la partie État, parce que par définition c'est la partie État, mais dans les utilisateurs, il y a les organisations de production des différentes filières, ceux qui produisent des œufs, ceux qui produisent du poulet de chair, ceux qui produisent un certain nombre de choses. Il n'y a pas les champs de l'agriculture, etc. Alors attendez, je regarde la question. Alors, les dimensions sur les zones de protection et de surveillance, on n'a pas le choix, c'est 3 et 10 km. C'est la réglementation européenne. Après, nous, on a des options de gestion, c'est-à-dire qu'en général, on ne prend pas 3 et 10 km strictement, on prend les communes qui sont dedans, parce que sinon les éleveurs ne savent pas si leur bâtiment il est exactement à 3 km du foyer, etc. Mais en fonction de l'évolution de la maladie, on peut prendre un peu plus large. Mais on ne peut pas prendre moins que 3 km strictement d'un point de vue rayon. Ensuite, il y a quand même, on a possibilité à l'intérieur de ces zonages de moduler les mesures.
La dimension sociale, on la prend pas en compte dans les zonages, on la prend en compte autrement dans la gestion, mais là on rentre dans des paramètres très très techniques, c'est-à-dire que on va pas gérer une petite basse-cour comme on va gérer un élevage qui fait de la génétique et qui exporte à l'international. Oui, effectivement, ça peut s'appliquer à énormément de choses. C'est utilisé, on l'utilise nous en cellule opérationnelle départementale quand il y a de la crise, et on l'utilise en préfecture dans ces réunions de crise, quoi. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions arriver. En tout cas, c'était très clair. Donc, je vais juste repartager rapidement une dernière diapo. Tac. Donc, merci beaucoup encore, Guillaume, pour votre participation et cette présentation très claire et très intéressante. Merci à tous aussi pour votre participation. L'enregistrement, pour rappel, sera donc prochainement disponible sur la plateforme YouTube. Et vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions supplémentaires à l'adresse mail pigma@jpatégérie.fr. Pour info, le mois prochain, 2 dates importantes à retenir. Donc, la première date, le jeudi 10 octobre, qui correspondra à un café-atelier sur le litho 3D. Café-atelier où nous recevrons le CHOM, l'IGN, l'OCNA et l'Université de Perpignan. Ce café-atelier durera 2 heures et sera co-animé par le JPatégérie et l'OCNA. Et le vendredi 11 octobre, donc le lendemain, pour un nouveau vendredi en veux-tu en data, mais cette fois-ci sur les données satellites SPOT. Donc encore merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.